Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 148. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois pour vos retours de la semaine dernière. On est reparti pour un top 10 des jeux les plus backés de la semaine avec des nouveautés. Et sans plus attendre, voici la 10e place avec une entrée, Reign of Hades, dont tu nous as parlé la semaine dernière, qui est un jeu avec notamment des figurines par les auteurs de Anachronie, il me semble. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est pas un énorme succès, il n'y a pas beaucoup de backers, mais de manière générale, c'est une petite semaine, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il se développe, c'est quand même relativement assez classique, hein, on va dire, sur les différents stretch goals qui se débloquent. Ça va être de nouveaux personnages, de nouvelles cartes, quelques figurines. Tout est là pour essayer d'étoffer un peu le jeu de base et les mécaniques existantes. Yes. Donc il en est où, Reign of Hades? Il en est à 160 000 € et 1279 contributeurs. Il y a encore une grosse dizaine de jours. On rappelle qu'il y a une version française et que la Standard Edition est à 74 €. 9e place, Requiem Downfall of Magic. Donc c'est le jeu qui se situe dans le monde de Black Rose War. Donc c'est un éditeur italien, il me semble, hein, Ludus Magnus Studio. Quelques déboires avec notamment leur premier jeu, dont j'ai oublié le nom, mais qui était pas vraiment une réussite en termes de délai de livraison. Hein. Il y a eu des gros problèmes. Je me demande s'il n'a même pas été annulé à un moment donné. Bon, je crois que c'était tombé en plein dans le Covid, hein, il me semble, mais bon. C'était Nova Aetes, voilà. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu beaucoup de retard sur Black Rose War également, mais le jeu est arrivé, y compris en boutique. Voilà, ils avaient fait Runard aussi. Je sais pas si tu te souviens de la campagne de Runard. Oui, Runard, Dungeonology aussi, qui avait eu un petit succès, qui était sorti en boutique. DEI aussi, qui est sorti en boutique. Donc Mais bon. voilà, on va dire que maintenant c'est un habitué, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est le type de campagne qui un peu cristallise tout ce qu'on peut un peu reprocher parfois au projet Kickstarter, avec du retard, avec ce genre de déboires. Donc il faut savoir que si vous souhaitez prendre ce jeu, vous y jouerez pas tout de suite. Là, Non, pour le non, coup, non, vous non, pouvez ouais. en être certain. On va dire qu'ils sont arrangés, mais c'est pas encore tout à fait ça. 258 000 €, 1745 contributeurs, c'est la dernière semaine. Il y a une VF, donc dans ce jeu, vous allez quitter le gros manoir ou le château de Black Rose War, qui est une espèce de gros château de magicien, pour vous aventurer eh bien, dans la nature, dans un monde beaucoup plus ouvert, et vous allez combattre eh bien, une espèce de magie noire qui envahit vos contrées. Donc c'est un jeu voilà, d'aventure, monde ouvert, personnages évolutifs, tout cela dans le même monde que Black Rose War, et le même monde que Nova Aetes, hein. Il me semble que c'est Oui. un monde global, une espèce de monde entre médiéval, renaissance magique. Voilà, ils ont créé leur propre monde qui fonctionne plutôt bien. Ce qui est un peu l'originalité, parce Ouais. qu'on sort des classiques barbares, guerriers, voleurs, elfes, nains, Ouais. hommes, pour troquer sur, on va dire, de nouvelles espèces, un nouveau bestiaire, voilà, qui est, comme tu le disais, très inspiré, on va dire, de la Renaissance italienne. Un peu moins dans celle-ci, même si on sent encore hein, l'influence. Je trouvais que dans Black Rose War, ça se sentait presque encore plus, et dans Nova Aetas encore plus. Voilà, on sent que... Là, on est presque passé sur le côté un peu la période de la peste, tu sais, en Italie, on a ce côté un peu sombre. Globalement, je trouve que le jeu est joli, les illustrations sur les cartes sont cool, les plateaux avec les histoires sous forme de petits livrets qui viennent se mettre, ça marche plutôt bien. C'est juste la lecture des tuiles que je les trouve assez ressemblantes. C'est sombre, ouais, c'est très sombre, donc ça va avec on va dire l'histoire hein, du jeu, enfin... Ouais, le contexte. Le pledge, vous avez un pledge à 150 balles. C'est quand même un jeu assez cher. Je pense que c'est un jeu qui te tient en haleine pendant un certain temps, quoi. On passe à la 8e place et c'est Robot Quest Arena Bot Battle. On en avait parlé il y a 2 semaines dans les nouveautés. Alors il s'arrête en début de semaine prochaine, hein. C'est vraiment la dernière ligne droite, mais il aura quand même réussi à rentrer dans le top 10, ce Robot Quest Arena. Donc c'est du combat d'arène, de petits robots, très kawaii. C'est un jeu ultra coloré, qui est presque... on va dire, on dirait presque un jouet plutôt qu'un jeu. Parce que vous avez des figurines pré-peintes de robots qui sont super bien designés, qui sont entre, je sais pas moi,
espèce de croisement entre des petits bots japonais et des Pokémon. Mhm. Il y a un petit côté Wall-E aussi, évidemment. Donc voilà, donc bien sûr, vous avez des robots totalement asymétriques qui vont se fighter dans des arènes. Vous avez du deck building, pareil, hein, avec des illustrations très colorées. Le jeu fait très envie, hein, évidemment, il fait très, très sucré. Hein. C'est exactement ça. Je pense que ça fonctionne. Là, c'est une extension. Le jeu original était déjà sorti, donc le jeu a un certain succès, il continue, et apparemment les gens sont satisfaits du truc. Donc il sort de nouveaux robots dans cette extension, bah tu peux évidemment en sortir beaucoup. Bon, le jeu est forcément un peu cher, parce que c'est Oui. directement un jeu de luxe. Ouais, et justement, faut Cher, quand même hein. signaler que le succès est quand même un peu moins au rendez-vous que sur leur première campagne, Hmm. toutefois. Faut Oui. être plutôt honnête par rapport à ça. Ouais, ça c'est une extension. Euh, Hmm. c'est une extension, mais on a vu des fois ces trucs où il y a des extensions comme ça qui Oui. explosent parce que le jeu a eu un énorme C'est succès. Et ça. là, on peut déjà constater qu'il n'y a pas un retour systématique de tous les backers Hmm. et on le sent d'autant plus que les scores sur BGG sont bien, mais ils sont pas incroyables. Ouais. Et que souvent, voilà, les gens mettent beaucoup en avant le design, les figurines, l'univers de manière générale, parce qu'ils ont Ouais. envie de créer un petit peu de lore avec un monde exploré effectivement très inspiré de Pokémon. Mais niveau gameplay, c'est assez vite redondant. Enfin, Bah, c'est la ce qui mécanique ressort a un l'air petit très peu classique. des Hein. retours. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que je pense que ce qui manque dans cette campagne, c'était vraiment la mise en avant de ces nouveaux robots qui pourraient avoir quelque chose de très asymétrique et qui seraient venus rajouter, en fait, enfin dépoussiérer un peu une mécanique qui commençait déjà à être un petit peu, Bah, un disons petit que peu old school et dire voilà, on rapporte un peu un renouveau avec cette campagne. c'est Je pas le trouve cas. que ça se ressent pas trop en Non, fait. c'est un nouveau robot, t'as un healer, un soigneur. Ouais. Bon voilà, c'est des trucs assez classiques quand même. 477 000 euros, 2480 contributeurs, et ce sont les derniers jours, il s'arrête début de semaine prochaine ce jeu. Septième place, c'est une entrée et une nouveauté, c'est le retour de Mythwind, réimpression du jeu original et une extension. Il en est déjà à 250 000 euros, 3046 contributeurs, il est là pour 20 jours, donc c'est un beau démarrage pour cette nouvelle extension de Mythwind. Donc c'est un jeu un peu nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, c'est un peu comme le jeu que tu viens de commander. C'est-à-dire c'est des jeux un petit peu qui n'ont pas forcément un objectif précis dans le gameplay. Ouais. Où on va un peu déambuler. Voilà, c'est des jeux où on déambule dans des mondes fantastiques ou des contrées merveilleuses. Donc là, on est dans une espèce de grande vallée dans laquelle une créature magique invite les hommes à s'installer. Si je comprends bien, enfin le fluff, l'histoire d'origine. Mhm. Et donc on va jouer différents personnages. Alors vous avez un artisan, vous avez un fermier, et il va falloir développer cette vallée. Finalement, c'est un bon. Moi, j'ai regardé un gameplay. Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus original en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu de construction, quoi. Enfin, c'est un SimCity. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi, ça me fait un peu penser aussi à Stardew Valley dans une certaine manière, sauf que chaque personnage a, enfin, le personnage que vous allez incarner va avoir sa propre spécificité. Ouais. Il y en a un qui va être plus sur l'exploration, un autre qui va être plus sur la culture, etc. Donc, chacun va jouer un petit peu dans son coin, mais tout ça dans l'objectif de développer un peu cette vallée. Et là, l'extension qui est proposée enfin, avec cette campagne, elle vient rajouter beaucoup plus de social, Ouais. avec en fait la possibilité d'échanger avec les personnages qui vont peupler cette vallée, donc les PNJ, hein, et puis bah voilà, développer, faire des missions, voire se marier. Voilà, donc il y a vraiment une volonté Ouais, c'est de les Sims, quoi. d'avoir ouais, c'est ça, c'est ils apportent une vraie volonté de donner de la vie à cet univers, ce qui pouvait manquer un petit peu peut-être au premier jeu, parce que si on voyait le plateau qui se développait au fur et à mesure, il Oui. y avait ce côté où on avait un peu l'impression vide. d'être dans son coin, Mm. et là, voilà, ça se développe un peu plus, donc Alors- pourquoi pas. Après, c'est vrai que le jeu est très beau, par contre. Ah La oui, proposition c'est est très quand beau. même C'est très bien super, pensé. ouais. Ouais. Non, c'est à noter que l'extension, donc c'est Family and Friends, hein, je crois qu'il s'appelle, Mm. a été suggérée par les contributeurs eux-mêmes, par les joueurs de Mythwind. Voilà, qui trouvaient que ça manquait un peu d'interaction entre les joueurs. Donc l'éditeur, les auteurs ont développé cette extension en écoutant la communauté de Mythwind, donc ce qui est toujours un bon point pour un éditeur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que effectivement c'est un beau jeu, et que est-ce qu'il y a il y a toujours pas de VF d'annoncer. Alors le jeu original Mythwind avait été localisé par Don't Panic Game en français, mais là pour l'instant il n'y a pas d'annonce de Don't Panic Game pour traduire cette extension. Alors ça viendra peut-être en cours de route, hein. Il est là pendant 20 jours le jeu, donc on va les laisser un peu réfléchir.
Bon, je pense que souvent, ils regardent un peu comment se comporte la campagne avant de mettre des billes dedans, j'imagine, pour la localisation. Ce qui me paraît logique. Oui, puis je pense qu'ils doivent aussi observer comment c'est vendu C'est ça. la précédente version. Est-ce que les joueurs ils sont en attente par rapport à ça? Je pense qu'il y a une vraie étude de marché en réalité. Voilà, c'est ça. Et oui, on disait qu'il y avait plusieurs personnages possibles à prendre, donc marchands, fermiers, et ils correspondent vraiment à un gameplay bien à eux, hein. C'est très asymétrique, en sachant que c'est quasiment un mini-jeu par personnage, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est assez cool sur cette campagne, faut quand même le souligner, c'est qu'ils ont décidé de faire une vidéo de présentation sur chacun des personnages pour présenter les différents styles de gameplay. Et ça, bah, c'est super cool. Enfin, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une riche idée. T'as des vidéos qui vont présenter de manière un peu générale le jeu, il y a un trailer, il y a le côté un peu le gameplay vu de... Hein, et là, t'as des vidéos de gameplay centrées sur chacun des personnages. Donc du coup, vous pouvez vous faire une petite idée de quel style de gameplay pourrait vous correspondre. C'est une bonne idée, je trouve. Ça rappelle un peu la BD Marchand, hein, sur ce système de mini-jeux par personnage très différents. C'est vrai. Yes, allez, suivant, donc Armello en 6ème place, donc l'adaptation du jeu vidéo, 374 000 €, 3188 contributeurs, c'est la dernière semaine, il y a pas mal de ménage pour la semaine prochaine. Donc voilà, bah écoute, on a déjà parlé, jeu monde ouvert où vous allez tenter de trouver on va dire, des alliés pour renverser un roi fou. Et ouais, jeu de territoire, je sais pas si on peut appeler ça, mais jeu d'influence, Oui, après, c'est un peu tout ça à la fois. Un peu tout ça à la fois. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que vous ne jouez pas ensemble, hein. Vous jouez chacun, plus ou moins les uns contre les autres. Ouais, vous allez devoir vous développer et en fait essayer de faire une espèce de course à savoir qui pourra récupérer le trône, même si effectivement sur ce terrain vous allez affronter des menaces communes. 5ème place, River Valley Glassworks, il est arrivé la semaine dernière, 356 000 €, 4709 contributeurs, c'est la dernière semaine, pour ce jeu de collecte de morceaux de verre que vous allez prendre dans une rivière en perpétuel mouvement, hein. C'est un plateau sur lequel il y a des tuiles qui vont avancer petit à petit et donc qui vont faire bouger les morceaux de verre jusqu'à un lac où ils vont stagner à la fin. Donc forcément le lac à la fin c'est pour un peu les retardataires qui n'ont pas réussi à prendre des morceaux pendant, pendant le mouvement de la rivière, mais vous avez moins de choix parce que les gens se sont servis avant, donc voilà. C'est un peu on va dire la tuile de la dernière chance, le lac. Et vous allez collecter ces morceaux de verre et essayer de faire du business avec, bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Si ils ont annoncé des petits composants de luxe en stretch goal. Vous avez les fameux morceaux de verre vont devenir des pions acryliques. Sachant que le jeu se propose aussi avec plusieurs extensions, une extension un peu plus conséquente et puis des petites extensions qui viennent un peu rafraîchir le gameplay une fois que vous avez maîtrisé le jeu. Donc il y a toute cette présentation et pareil ils mettent un accent sur le jeu en solo avec vraiment un passage de la page qui est dédié à ça, avec vraiment cette volonté de montrer que le solo il a été pensé comme presque un jeu à part qui va utiliser des composants qui lui sont propres. Donc bon, peut-être que voilà, s'il y en a parmi vous qui sont fans de jeux solo, peut-être que ça peut valoir le coup de voir si ce jeu vous correspond. Yes, bon le jeu est pas trop cher, il a 40 balles. 4ème place, Veiled Fate. Alors c'est vraiment les derniers jours, ça s'arrête ce week-end. 794 000 €, 6368 contributeurs pour ce jeu de déduction autour d'un beau château en plastique qui trône au milieu du plateau. Alors ça on l'a pas vu venir celui-là. Et il va finir à quasiment, je dis quasiment 1 million. Bon, il en est à 800 000, il reste 4 jours, peut-être 900 000, il va peut-être gagner 100 000 là en 4 jours. Donc c'est vraiment un énorme succès. Mais ça c'est un studio je pense qu'on va être amené à suivre pas mal sur Kickstarter dans les années à venir parce qu'ils payent pas de mine comme ça de loin, mais on va dire outre-Atlantique ça a l'air d'être un studio qui commence à avoir une vraie réputation et on le voit qu'à chacune des campagnes au début on se dit ah bon c'est le truc qu'on va traiter dans les nouveautés et puis ça cartonne parce qu'il y a une vraie écoute et un vrai échange avec les joueurs, comme quoi c'est super important en fait de réussir à fidéliser par ce biais là. Oui, ils avaient fait Fractured Sky qui était un très beau jeu, Moonrakers qui était également un très beau jeu, c'était leur premier jeu, ils avaient frappé très fort et je crois qu'ils viennent de la communication ces gens, je crois qu'ils viennent c'est eux qui viennent qui font des bandes annonces pour Netflix etc.
etc. Ah, il me semble, ouais, il Il me me semble semble que que c'est c'est ça. eux, ouais, ils viennent vraiment d'un autre univers, enfin vraiment ils viennent de la com, ça se sent, ils savent très bien mener leur campagne. Et ils ont vraiment un sens du design pour le coup, du matériel, des composants. Voilà, donc c'est intéressant, des gens qui viennent d'un total autre univers et qui viennent au jeu, donc avec beaucoup de succès, hein. Oui, et puis là en plus on n'est même pas sur un succès, on va dire, on se dit tiens, on va leur laisser leur chance, on va voir si ça fonctionne. Non, là c'est une extension, donc c'est des joueurs qui reviennent, donc c'est-à-dire que le jeu Ouais. a déjà fait ses preuves. Ouais. Et on a eu des commentaires comme quoi le jeu était super bien. Donc... Ok, on passe aux nouveautés de la semaine. Il n'y a pas d'énormes trucs, mais il y a quelques nouveautés intéressantes sur lesquelles on peut se pencher. Je voulais commencer sur Kickstarter avec un jeu assez original, y compris sa provenance. C'est Hydrologic Cycle. Donc pour l'instant, il en est à 60 contributeurs, hein, donc c'est assez confidentiel, mais le jeu est basé sur le cycle de l'eau. Les joueurs ont des grosses cartes qui vont poser simultanément, donc c'est vraiment un jeu assez original sur une espèce de map qui représente tout le cycle de l'eau, hein. Vous avez la mer, les nappes phréatiques, l'air, les nuages, les montagnes, et donc il va falloir poser des cartes pour tenter d'être le plus, je pense, le plus économe possible ou le plus efficace possible dans le cycle de l'eau. Et bon, alors ça a l'air très austère comme ça, mais forcément ça l'est un peu. C'est l'université de Michigan qui fait ce jeu, figure-toi. Mais l'université de Michigan, ils ont une aile qui fait du jeu de société éducatif. Et donc voilà, d'où un peu l'aspect austère de la page, qui fait un petit peu justement scolaire. Mais bon voilà, donc je trouve que c'est assez original pour être dans Kick Parade, je trouve. Puis on va rester dans l'eau, tiens. Ouais, Donc, je tiens, propose voilà. avec We All Take From The River, qui est un tout petit jeu, il n'y a que 310 contributeurs pour le moment, 14 000 euros de collecté, mais la proposition est assez intéressante puisque vous allez devoir développer les abords d'une rivière, donc que ce soit à la fois collecter des éléments à l'intérieur, mais aussi construire des villes autour, exploiter le bois, etc., etc. Donc chacun va avoir ses objectifs à remplir, mais ça reste un jeu de diplomatie parce que ils ont vraiment réfléchi au fait que chacune de vos actions va avoir une incidence sur l'environnement. Et donc du coup, si vous pêchez les poissons trop tôt ou en trop grosse quantité, en fait au bout d'un moment il n'y en aura plus. Donc en fait ça sera un objectif de victoire qui ne pourra plus être utilisé. Si vous rasez les forêts sans la moindre réflexion sur la conséquence de vos actes, et du coup on va avoir des débordements de rivières et des inondations, etc., etc. Donc en gros chacune des... Pardon, d'ailleurs j'ai dit etc, faut que j'arrête. J'ai essayé de faire attention pourtant. Voilà, l'objectif c'est que vous allez devoir accomplir toutes ces actions tout en discutant avec les autres joueurs, puisque si vous gagnez chacun de manière un peu individuelle, s'il y en a un qui fait n'importe quoi, tout le monde perd en même temps. Donc ça vous pousse quand même un peu à interagir, à réfléchir à vos actions, à des fois céder la priorité à un autre joueur en échange de pouvoir faire quelque chose dans votre coin. Donc je trouve que toute cette logique-là fonctionne plutôt bien, à voir si le jeu tient ses promesses. Encore une fois, c'est un jeu qui est relativement modeste. Il y a une vraie proposition et je trouve ça franchement réussi. Ok. Bon, je te propose de finir par les 2 derniers jeux sur Kickstarter, comme ça on aura fait tout Kickstarter. Ouais. Avec un petit jeu japonais. Alors, il s'agit de Acornisme. C'est un mélange de domino et de jeux de collecte. Alors c'est un jeu qui se joue en solo, et donc il va y avoir une petite logique un peu puzzle game. Vous allez récupérer vos pièces qui ressemblent à des petites pièces de domino, vous allez devoir les agencer, créer des combos, et en fait ces combos vont vous permettre de récupérer des petits marqueurs qui vont vous permettre de scorer, et jusqu'au moment où en fait vous ne pouvez plus poser aucune pièce, et dans ce cas là la partie s'arrête et vous pouvez compter vos points. Donc on est sur du jeu très simple, très épuré. Je trouve que là voilà, on est sur un design qui est très japonais. Il y a des clients pour ça. Voilà, ça y a 18 euros. C'est vraiment très modeste, mais ça marche plutôt bien. 18 euros à mon avis, j'ai pas encore regardé les frais de port, mais ça doit exploser le prix du jeu. Ça va être certainement rouge sur le petit bandeau. Et dernier jeu sur Kickstarter, pareil, tout petit succès, hein, il n'y a que 400 contributeurs. Il s'agit de Craft & Conquer Medieval. C'est un jeu de stratégie. Donc l'idée c'est que vous allez devoir développer votre région avec un seigneur, et vous allez devoir prendre des paysans, commencer à cultiver du bois, différentes ressources. Et en fait, avec ces ressources collectées, vous allez avoir à des moments du jeu la possibilité de transformer vos paysans en guerriers.
et ensuite utiliser ces ressources qui sont cultivées par vos autres paysans pour pouvoir développer ce guerrier avec des capacités qui lui seront propres. Donc vraiment on va passer du petit mercenaire au gros paladin, et par ce biais-là vous allez devoir défendre votre petit bout de gras sur le plateau central des autres joueurs qui vont évidemment tenter de venir chercher Bien sûr. vos ressources. Donc il y a un petit côté, il y a une petite vibe Age of Empires, Mm. je trouve. Ça marche plutôt bien. Après, je trouve que le jeu est quand même peut-être un peu prototypal encore. Oui, Mais je pense que, pas super joli hein, pour l'instant. ouais, cette idée, il y a quelque chose. Et je pense que avec peut-être un peu plus de temps, un peu plus de moyens, il y a moyen d'aboutir à un jeu qui soit franchement réussi. Et je vois que le plateau est composé de bons vieux hexagones, hein. Ça me Exactement. rappelle des souvenirs. Bon, 89 $, moi je trouve ça un peu chéros, hein, très sincèrement. Bon, allez, 2 derniers jeux sur GameFound. On va commencer par le retour de Linkal, donc le classique de la bande dessinée de Moebius et Jodorowsky, qui normalement devrait se transformer en film grâce Ouais. au réalisateur. Comment il s'appelle déjà? C'est Taika Waititi. Taika Enfin, Waititi, c'était lui ouais. le dernier. Mais bon, c'est comme une arlésienne, hein. Oui, c'est une arlésienne. Moi, je pense que c'est très difficile à monter, hein. C'est un film qui doit coûter très cher, parce que c'est quand même de la science-fiction épique. On est dans du space opéra. Ça parle... c'est un classique de la bande dessinée, mais ça reste la bande dessinée. Je veux dire, tu vois, il y a plein de gens qui connaissent pas, malheureusement. Ça va être très compliqué. C'est pas une franchise. Enfin bon, voilà. Je pense que c'est compliqué à monter. En tout cas, il y a un jeu de plateau en attendant le film. Il y avait déjà eu une campagne hein, pour Linkal. Ouais, et c'était la campagne française d'ailleurs. Ils avaient Voilà. commencé par la campagne française, et là c'est la campagne internationale. Voilà, d'où l'absence de vidéos en français sur la page actuellement. Pas la peine de gueuler. Il y a eu une page en français il y a un an. Voilà, pour nous spécialement. Je l'avais vu d'ailleurs déployer, on ne pouvait pas y jouer, mais je l'ai vu déployer à Vichy, le jeu. Alors c'est intéressant parce que la BD, bon, foisonne de mondes, de personnages, hein, évidemment, de décors, mais le jeu, lui, est assez épuré, donc il va falloir trouver la combinaison pour débloquer le rituel de Linkal. Un Linkal, c'est une espèce d'artefact hein, un peu mystérieux qui est capable de détruire l'univers, hein, si je me souviens bien. Et donc il va falloir de voyager de planète en planète, donc il y a une planète, il y a un petit plateau par planète. Vous allez à bord de votre vaisseau voyager sur ces planètes. Et il y a un petit côté mémoire, parce que sur ces planètes, il y a un token avec un numéro derrière qui fait partie de la combinaison de Linkal pour faire le rituel final. Et il va falloir se mémoriser, essayer de passer les infos aux autres joueurs parce que c'est coop. Tout cela en jouant des cartes qui vous permettent de faire des actions et tout cela avec des ennemis que vous allez croiser sur votre route. Donc les ennemis sont très asymétriques, hein. Ils n'ont pas du tout la même manière de vous embêter. Donc voilà, donc on est surpris si tu veux quand tu vois le monument qu'est la bande dessinée et tu vois le jeu, tu vois déployé, tu as 5 petits plateaux avec des cartes. Tu te dis c'est un petit peu cheap hein. Et puis en fait non, ça a l'air intéressant, ça a l'air très efficace hein, ce jeu et puis il reprend bien l'esprit graphique évidemment de la bande dessinée. Tu me diras c'est quand même un peu le b.a.-ba quand adaptes une bande dessinée aussi prestigieuse que Linkal, mais bon c'est pas toujours évident hein. Il y a des ratés dans ce domaine. Et voilà, donc et le jeu est pas très cher, il est dans les 30-40 balles. 30 balles pour la version classique et 40 balles pour l'exclusive edition. Donc voilà, c'est intéressant. Donc ça vous intéressera peut-être moins parce que là c'est la version... Parce que tu peux le commander en français aussi là. Hein. Tu peux le commander en français, ouais. Voilà, Linkal. On finit avec, toujours sur GameFound, avec un petit jeu de pirates qui nous vient de Belgique. Un grand pays de corsaires et de pirates, bien sûr. Évidemment. Qui s'appelle The Seven Seas, les 7 mers, c'est bien, il y a le titre en français pour une fois. Et donc c'est une espèce de jeu de pirates qui est assez classique, c'est-à-dire vous allez voyager de port en port, vous allez trouver des trésors, vous allez développer votre bateau, hein, ça fait partie des codes du jeu de pirates, hein, mettre plus de voilure, plus de canons. Sauf que là c'est en version un peu plus familiale je trouve, et ça a l'air un peu plus simple, abordable que certains, on en a vu hein, des jeux de pirates, dont certains qui étaient très 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 compliqués, où tu te disais, tu sais, faut laisser le jeu tout le week-end sur la table parce que tu fais la partie en 2 jours. C'est pas le cas de celui-là, donc si ça vous intéresse, un jeu de pirates qui a l'air quand même assez complet au niveau du gameplay,
gameplay. Je le trouve assez original au niveau du plateau. Ce sont des grosses tuiles, je pense qu'on va pouvoir changer selon la partie, donc c'est pas toujours le même décor. Il y a une version française bien sûr, et puis c'est accessible pour les enfants entre guillemets à partir de 10 ans quoi. Donc voilà, je trouve ça plutôt malin, même si on en a vu beaucoup des jeux de pirates. Ça fait partie des valeurs sûres du jeu de plateau, mais celui-là a l'air plutôt intéressant si vous voulez faire jouer la famille. Voilà, bon, on finit avec les 3 premiers. Ouais. Allez, on va aller vite parce qu'il n'y a pas trop de suspense. Troisième position, c'est Galactic Cruise. 625 000 euros, 6366 contributeurs. C'est pareil, dernière semaine, il s'en va pour ce jeu de gestion de croisière galactique avec un énorme plateau. Alors là, on n'est plus du tout dans le jeu familial, avec beaucoup d'actions. Très compliqué, avec beaucoup de composantes de luxe aussi. J'ai vu dans les add-ons, tu peux vraiment élever ton jeu qui est déjà de base assez beau. Là, tu peux vraiment. Il y a des game trays, il y a un tapis néoprène. Bon, voilà, il y a tout un tas de trucs. Vous pouvez vraiment avoir un jeu qui claque sa race sur la table. Ouais, à noter quand même qu'ils ont mis vachement l'emphase sur le solo, pour ces derniers jours de la campagne, même dans la communication, etc., pour montrer que le jeu était aussi pensé sur cet aspect-là, donc sans que c'est qu'ils ont envie d'attirer tout type de joueurs. Yes. Ouais, c'est une grosse réussite, parce que c'est un premier jeu, faut le rappeler. Une première campagne en tout cas. Donc c'est une belle réussite. Deuxième place, Cascadia. C'est la dernière semaine de Cascadia. Ah, ouais. On applaudit. Donc le Roll and Write tiré du gros succès de boutique qui était Cascadia. 220 000 euros, 6 870 contributeurs. Voilà, ça y est, on arrive au bout de la campagne. Ça fait du bien. Ça va faire du bien de ne plus dire Cascadia, d'expliquer que c'est un roll and write qui se divise en 2 boîtes dans 2 environnements différents, mais que tu peux combiner les 2 boîtes. Voilà, c'est la dernière fois que je le dis. Je suis heureux. Voilà, en tout cas, bon, très gros succès, très beau succès pour cette nouvelle mouture de Cascadia. On reverra Cascadia, évidemment. J'imagine que ça va devenir une espèce de gamme qui vont décliner. Cascadia, c'est fini. Première place, bon il est arrivé la semaine dernière dans le top 10 de manière fracassante, et là il est numéro 1, c'est Super Boss Monster, 687 000 euros, 7 975 contributeurs, donc c'est vraiment un beau succès. C'est déjà la dernière semaine, c'était une campagne assez courte, ils ont eu le bon goût de faire une campagne assez courte, pour ce Dungeon Crawler inversé, à savoir que c'est vous qui jouez le monstre, et que vous allez devoir détruire les méchants aventuriers qui veulent venir prendre vos trésors et tuer vos minions. Le tout dans une ambiance Super NES, Swan. Oui, exactement. C'était un peu... c'est un 1-2, donc du coup il passe sur une nouvelle génération de consoles, en tout cas dans l'esthétique générale. Bon, on est sur un projet, une gamme qui a déjà fait ses preuves, Ouais. Et là, effectivement, je trouve que autant on n'avait pas été franchement convaincu par les dernières propositions, là on a une boîte et puis un design et un gameplay qui semble assez original, donc pourquoi pas lui laisser sa chance. En tout cas c'est sympa, puis j'aime bien moi cette esthétique un peu old school où vraiment ils ont repris la boîte qui ressemble vraiment à une boîte de Super NES, Ouais. tous les éléments, tous les tokens qu'ils vont développer, c'est du pixel art, c'est vraiment pour mettre en avant leur inspiration. Après, à voir est-ce que ça suit sur le jeu. Oui, effectivement, comme tu disais, c'est pas la première fois qu'ils font ce style de jeu qui est référencé vieux jeu vidéo, pour résumer. Mais j'ai l'impression qu'ils apprennent. Il y a plus de maturité dans celui-là que les précédents, je trouve. Donc c'est bien, ils évoluent, quoi. Voilà, c'est le premier de Kickstarter, ce qui ne m'étonne pas vraiment, en fait. C'est très... Bon, déjà, les Dungeon Crawler, c'est à la mode. Et puis cette esthétique vieux jeu vidéo, c'est à la mode aussi. Le jeu, il est pas ultra onéreux non plus. C'est 30 balles. Ouais, c'est 30 balles, tu vois. Donc, bon, voilà, il y a tous les éléments pour que ça marche. Donc, voilà, et ça marche. Bon, et bien voilà, on a fini notre Kick Parade de la semaine. Alors, Merci comme vous avez beaucoup. vu, beaucoup de projets s'arrêtent. La semaine prochaine, on devrait avoir de nouvelles campagnes, un peu plus de renouvellement. Ouais. Donc, Oui, on croise les doigts pour avoir de beaux projets. C'est ça. Oui, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger la semaine prochaine dans le Kick Parade. Un pouce si ça vous plaît. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter toutes ces campagnes, bien sûr. Et salut Swan. Et bien, on se dit à la semaine prochaine. Yes.